Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment contribuer à la justice sociale en luttant contre les discriminations. Tout d'abord, nous allons commencer par définir le terme discrimination en utilisant l'article 225-1 du Code pénal. Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinion politique, activité syndicale, appartenance ou non d'ailleurs à une ethnie, une nation, une race, voire une religion déterminée. On voit véritablement que la discrimination est un phénomène qui est pluridimensionnel, qui peut toucher de multiples facettes de l'individu. Les discriminations ont bien évidemment un impact négatif sur les individus, que ce soit par exemple au niveau de l'accès à l'emploi. On sait que les femmes, les jeunes et les personnes d'origine étrangère occupent davantage d'emplois précaires, que ce soit des CDD, de l'intérim. On sait également qu'ils sont, en tout cas pour les femmes, davantage effectivement à temps partiel, et pour les jeunes et personnes d'origine étrangère, davantage touchés par le chômage. Les discriminations peuvent également avoir un impact au niveau salarial et sur le plan de carrière des individus, notamment pour les femmes qui sont moins bien rémunérées, et certaines situations familiales, avec des enfants en bas âge, qui peuvent un petit peu ralentir le plan de carrière. Les discriminations peuvent également avoir des conséquences négatives en termes d'accès au logement. On pense notamment aux discriminations d'ordre ethnique. Elles ont également des conséquences négatives au niveau donc politique. Par exemple, les femmes sont moins bien représentées que les hommes, et elles ont également des conséquences au niveau de l'accès à certaines consommations, que ce soit des lieux difficiles d'accès pour les handicapés ou des lieux qui sont officieusement interdits à des individus qui ont certaines origines ethniques. On pense par exemple à des restaurants, à des discothèques, etc. Alors les discriminations qui ont l'impact le plus important sur la vie d'un individu sont quand même les discriminations qui sont liées à l'accès à l'emploi, au salaire et à la carrière, puisque celles-ci vont ensuite déterminer de nombreuses inégalités. Si vous avez en fait des difficultés en fait à trouver un emploi, par conséquent, cela va négativement affecter votre capacité à consommer, votre capacité à vous loger, votre capacité à vous endetter. En fait, ces discriminations liées à l'accès à l'emploi, au salaire et à la carrière sont source de nombreuses autres inégalités. Alors, elles peuvent par exemple s'appuyer sur l'âge, autrement dit les difficultés d'insertion des plus jeunes. Au prétexte d'être inexpérimentés, certains recruteurs auront tendance à profiter de la situation. On peut également avoir sur le marché du travail donc des discriminations qui seront liées à la situation familiale et au sexe, des discriminations liées à l'origine ethnique, donc bien évidemment et malheureusement pour les personnes de couleur dans le cas présent, des discriminations liées à la grossesse, qui vont limiter soit le fait, donc la possibilité d'être embauché, soit le plan de carrière, des discriminations également liées à la religion. On peut également en avoir lié donc à l'opinion politique et à l'activité syndicale, ces individus-là ayant tendance effectivement à être mal perçus par un certain nombre de recruteurs. Les discriminations liées à l'âge se font en fait aux deux spectres de l'âge. On vient de voir juste qu'elles avaient donc un impact sur les possibilités d'insertion professionnelle des plus jeunes, mais elles ont également à l'opposé un impact négatif sur les possibilités d'insertion professionnelle des seniors, des personnes plus âgées qui auront, on va dire, 50 ans et plus. Il y a également les discriminations liées aux caractéristiques sexuelles et génétiques, et par exemple également les discriminations qui sont liées au handicap. On voit effectivement qu'il y a une multitude de discriminations qui peuvent impacter négativement l'accès au marché du travail des individus. Alors concrètement, comment lutter contre les discriminations? Les pouvoirs publics ont mis en place des institutions, des lois, des campagnes de sensibilisation ainsi que diverses opérations, toujours dans l'optique de lutter contre les discriminations. Donc tout d'abord, on a de nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont pour objectif bien évidemment de faire évoluer les mentalités, notamment en matière de discrimination d'ordre ethnique, sexuel, lié au handicap et à l'âge. On a également donc certaines institutions
certaines autorités qui ont été mises en place. Donc suite à la HALD, on a eu en 2011 la mise en place du défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle indépendante qui a pour vocation de défendre les droits des citoyens face évidemment aux administrations, face également aux problèmes de déontologie des activités de sécurité, mais nous, ce qui nous intéresse aussi et surtout, c'est la lutte contre les discriminations. Donc il est possible de saisir le défenseur des droits si l'on estime effectivement être victime de discrimination. Les pouvoirs publics votent également des lois pour lutter contre les discriminations. Alors par exemple pour lutter contre les discriminations liées au sexe, avec de nombreuses lois sur la parité homme-femme au niveau salarial, au niveau de la représentation politique et autres. Ils votent également des lois, bien évidemment, pour lutter contre les discriminations qui sont liées à l'origine ethnique, avec un arsenal législatif concernant le racisme et l'antisémitisme. Ils votent également des lois contre les discriminations liées au handicap, avec l'obligation pour les entreprises d'au moins 20 salariés d'embaucher des personnes handicapées. À défaut, elles doivent bien évidemment s'acquitter de sanctions d'amende au niveau financier. Afin de favoriser l'insertion professionnelle des personnes qui ont un patronyme, un nom de famille ou un physique non typiquement français, les pouvoirs publics, par exemple, vont mettre en place différentes opérations, que ce soit des opérations de testing, autrement dit, ils vont effectivement faire des tests pour voir si, concrètement, les entreprises font usage de discrimination dans la sélection en fait des futurs travailleurs, et si tel est le cas, eh ben, elles vont effectivement faire un bilan et mettre en place des mesures correctives. Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place des labels pour les entreprises qui fournissent des efforts. On pense au label diversité, qui a déjà été signé par des milliers d'entreprises. Les pouvoirs publics peuvent également mettre en place des outils à destination des entreprises, des guides pour les aider, des méthodes de recrutement alternatives. Alors à une époque, on a vu le CV anonyme. Là, on peut voir se développer d'autres méthodes complémentairement au CV ou même en remplacement du CV classique, qui vont essayer un petit peu de mettre en évidence justement les compétences des individus. Le CV vidéo, par exemple, permettra aux recruteurs de ne pas s'arrêter sur un patronyme non français, sur éventuellement une photo qui montrera que la personne n'a pas le bon physique entre guillemets du point de vue de l'employeur, mais grâce au CV vidéo, la personne qui recherche un travail pourra s'exprimer, mettre en avant ses compétences, mettre en avant donc les diplômes accumulés, les activités professionnelles qu'elle a pu successivement avoir, et l'employeur se rendra compte effectivement qu'il peut potentiellement avoir en face de lui quelqu'un qui a toutes les compétences requises et qui donc bien évidemment n'a pas de raison de ne pas être employé. Alors, on peut également utiliser pour lutter contre les discriminations ce que l'on appelle la discrimination positive. Alors en fait, la discrimination positive part du constat suivant. Si l'on traite également des gens inégaux, on peut à la fin aboutir à des écarts de situation importants. Donc, conséquence, il va falloir en fait créer une inégalité de traitement pour tout simplement rétablir l'égalité des chances. Puisque l'égalité des chances n'existe pas, car certains individus sont discriminés en raison de leur couleur de peau, de leur sexe, etc. Et bien, il faut tout simplement aider davantage les populations qui sont discriminées pour les remettre au même niveau que les populations qui ne sont pas discriminées, et donc pour rétablir l'égalité des chances. La discrimination positive, qu'on appelle également action positive, affirmative action, correspond à un traitement préférentiel volontairement accordé aux membres d'une minorité qui est traditionnellement désavantagée, afin de compenser les désavantages associés à cette appartenance. Par exemple, à compétence égale, on peut favoriser l'individu qui est issu du groupe discriminé. Si un employeur a le choix entre un homme et une femme qui ont les mêmes compétences, il pourra opter pour la femme. On peut également favoriser les membres des groupes discriminés, même s'ils sont moins compétents que certains candidats des groupes non discriminés. C'est le principe des quotas, qui est d'ailleurs de plus en plus remis en cause aux États-Unis. Alors on voit que dans le cas présent, c'est une approche de la justice sociale qui est davantage en termes d'équité que d'égalité. On aide plus ceux qui sont en situation d'infériorité, afin justement de rétablir l'égalité. Alors, quelques exemples de discrimination positive. Par exemple, au niveau des handicapés. La loi de 1987, qui, comme je l'ai déjà évoqué, oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher un quota de 6% de personnes handicapées. À défaut, les entreprises qui ne respectent pas ce quota doivent verser une compensation financière. On peut également
mettre en place évidemment plusieurs actions en faveur des plus démunis, en leur versant des aides particulières qui vont être censées compenser une partie de leur handicap, des bourses par exemple au niveau scolaire, une aide pour le logement, etc. On peut également mettre en place un certain nombre de choses en faveur des femmes, en votant des lois sur la parité au niveau politique. Il faut savoir que depuis les élections départementales de 2015, le scrutin est binomial majoritaire à 2 tours. Ça veut dire tout simplement que les électeurs ne votent pas en fait pour une seule personne, mais ils votent pour un binôme, en fait une paire de candidats, sachant qu'une paire de candidats c'est automatiquement un homme plus une femme. Donc ne sera pas élu une personne, mais sera élu un binôme, composé de 2 personnes de sexe opposé. On peut également lutter donc contre les discriminations en tout simplement prenant en fait un certain nombre d'éléments en faveur des élèves vivant dans les zones géographiques défavorisées. Par exemple, dans les REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire, on aura davantage de moyens humains, davantage de moyens financiers, afin justement d'aider les jeunes qui y sont, car on sait effectivement que les jeunes qui sont en REP+, se caractérisent par des difficultés scolaires, économiques et sociales plus importantes que la moyenne nationale. On peut également mettre en place comme discrimination positive un certain nombre, bien évidemment, d'opérations pour aider les jeunes issus des quartiers défavorisés. Par exemple, depuis le milieu des années 2000, en mettant les jeunes diplômés en contact avec les recruteurs, les entreprises donc qui ont signé la fameuse charte de la diversité s'engagent à recruter des personnes d'origine culturelle diverse. On voit dans le cas présent que finalement, ça va aider les personnes d'une certaine origine ethnique ou de certains quartiers défavorisés à pouvoir plus facilement trouver un travail. En 2018, donc, le président Macron a décidé de relancer ce qu'on appelle traditionnellement les emplois francs, afin d'inciter les entreprises à embaucher des jeunes issus des quartiers populaires. Bien évidemment, en contrepartie, elles reçoivent une somme d'argent. Si c'est un CDI, ça doit être aux alentours d'environ 15 000 € normalement. Donc, dans tous les cas, on voit bien que l'objectif est de mettre en place en fait des aides pour les personnes qui sont en situation de discrimination, afin de pouvoir les aider de rétablir l'égalité des chances. Alors la discrimination positive présente des avantages, mais il est vrai qu'elle présente également des inconvénients. En termes d'avantages, déjà cela permet de compenser partiellement les insuffisances des politiques de lutte contre les inégalités, puisque là on va véritablement bien cibler les personnes qui sont en difficulté. Ça permet d'optimiser les dépenses publiques. On ne va pas aider les mauvaises personnes, on va vraiment bien cibler ceux qui en ont besoin. Ça permet d'assurer l'égalité des chances en éliminant les obstacles qui discriminent certaines catégories d'individus. Et c'est après que jouera la méritocratie, une fois que l'égalité des chances sera rétablie. Par contre, la discrimination positive présente également un certain nombre d'inconvénients. Déjà, elle va stigmatiser les bénéficiaires. Autrement dit, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais le fait que si un employeur avait le choix entre un homme et une femme de compétences identiques, ce serait par exemple la femme qui sera embauchée, donc on pourra tout à fait imaginer que cette femme sera stigmatisée comme la personne qui a été embauchée parce que c'est une femme, justement. Il y a également, comme inconvénient à la discrimination positive, un problème d'assistanat. Autrement dit, on risque d'habituer certaines populations à bénéficier d'aides étatiques. Donc finalement, on peut les inciter à moins fournir d'efforts, car elles se diront qu'elles seront mécaniquement aidées par les pouvoirs publics. La discrimination positive peut également être source d'exaspération et de sentiments d'injustice. Les individus qui font partie des catégories les plus favorisées vont ou risquent, au bout d'un moment, de regarder du mauvais œil d'autres individus qui vont bénéficier d'aides étatiques qui sont en fait indirectement financées par leurs impôts, leurs taxes, etc. Ça peut créer un sentiment d'injustice, car on considère que l'idéal méritocratique est remis en cause. Ah oui, l'idéal méritocratique, c'est on considère que tout le monde est au même niveau, et après que le meilleur gagne. Or là, dans le cas présent, certaines personnes seront davantage aidées que d'autres. Enfin, cela peut remettre en cause la cohésion sociale, l'universalisme républicain, parce qu'il n'y a qu'une partie de la population qui est aidée, au détriment du reste de la population.